premier midi du laboratoire de philosophie ancienne médiévale de l'automne 2017. Aujourd'hui, on a une formule spéciale. Il y avait présenté par Marc-Antoine Gabré une conférence en mars dernier qui portait sur ses recherches concernant Protagoras lui-même. C'était au moment où, je crois, le livre venait de paraître à Paris, mais il n'était pas encore ici, et comme Marc-Antoine était évidemment avec nous, il n'avait pas vu son propre livre qui est arrivé. Le mot Protagoras s'y trouve, mais c'est le lien entre Platon et Protagoras. Mais pour rendre la présentation de ce livre récent plus dynamique, Bernard Collet a proposé d'animer la séance, donc d'amener Marc-Antoine à présenter le livre et à réagir Bernard, c'est ça, si je comprends bien, va jouer comme le rôle de premier questionneur. Donc je lui laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup Claude. Oui, je reviens à mes premières amours qui étaient le journalisme, et donc je propose comment dire, interroger un petit peu Marc-Antoine sur son livre pendant, on va dire, une petite demi-heure, et après on accueillera toutes les questions évidemment. C'est une manière plus commode pour lui, je pense, de présenter son livre, le résultat de ses recherches, plutôt que de vous livrer un discours ex cathedra. Alors voilà, donc je pense que le point de départ, Marc-Antoine, on va se vous voyer. On se connaît depuis un petit temps, mais on va se vous voyer. Ça sera plus sérieux. Hein, il faut quand même trouver un peu de sérieux dans ce thème de votre livre. Je pense que le point de départ le plus évident, c'est le titre. On va commencer par le titre, et après, on verra si on a le temps de parler du sous-titre. Alors, le titre de votre livre, c'est « Platon, héritier de Protagoras ». Alors, ce n'est pas un titre qui va de soi. Hein. On sait que Platon et Protagoras ne sont pas, a priori, les meilleurs amis du monde. Et donc, non seulement il y a ça, mais en plus de cela, vous suggérez fortement qu'il y a un lien entre les deux et que Platon pourrait être considéré comme l'héritier de Protagoras. En quel sens? Alors, le terme héritage ou le terme héritier était une notion, à mon avis, un peu plus complexe qu'on pourrait le penser de prime abord. Savoir que, au fond, quand on hérite de quelque chose, on ne le fait pas de façon volontaire. On hérite de ses parents, d'un vieil oncle mort en Afrique après des exactions quelconques. Et c'est le Belge qui parle. Oui. Et j'ai d'ailleurs un vieil oncle. Et donc, cet héritage, c'est pas forcément quelque chose qu'on accepte volontiers, mais c'est quelque chose par rapport auquel on est obligé de se prononcer, de prendre position, et donc de réagir. Donc c'est dans ce sens-là qu'il me semblait que Platon était un héritier. Bien sûr, il y a une part de contenu, de transmission qui se fait, mais c'est surtout dans quelle mesure Platon, lui, va essayer d'intégrer cette pensée de Protagoras, comment il va réagir à cela et comment ça va contribuer à faire avancer sa propre réflexion, sa propre démarche philosophique. Alors, on comprend donc le sens particulier que vous donnez à héritage. Ça ne veut donc pas dire que Platon est le digne héritier de Protagoras, mais que d'une certaine manière, il doit faire avec l'héritage protagoréen de son époque, étant donné que Protagoras a manifestement eu une grande influence intellectuelle à cette époque-là. Quel est le point central de la pensée de Protagoras et que l'on retrouve déployé chez Platon qui vous paraît la plus importante? Le point central, ce qui est passé à la postérité à propos de Protagoras, bon, Protagoras c'est un sophiste, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est même le fondateur du mouvement, et on associe la sophistique, et en particulier Protagoras, à ce fragment bien connu, selon lequel l'homme est la mesure de toute chose. Et c'est cette idée de départ-là qui me semble être le point central de notre perception de Protagoras, mais aussi le point central
de l'interprétation que va en donner Platon. Donc, me semble-t-il, le point de départ, et c'était le point de départ de ma recherche, c'était d'examiner cette notion de mesure telle qu'elle est posée par Protagoras, dans ce fragment, la mesure de toute chose, et puis comment Platon lui-même va ensuite se l'approprier, discutant, réagissant, dialoguant avec Protagoras, et pour ensuite arriver à sa propre théorie de la mesure. Donc, je dirais que c'est ça le point de départ. Et puis... Ici, on peut peut-être rappeler justement que Platon, dans les lois, va faire un écho à cette thèse, mais évidemment en la transformant complètement, puisque lui va dire que ce qui est la mesure de toute chose, c'est Dieu, c'est-à-dire plutôt une entité objective par rapport à Protagoras. Donc en ce sens-là, effectivement, on voit que l'idée de mesure est au cœur du débat, mais que les deux divergent fondamentalement sur ce qui est la mesure. Peut-être que vous pourriez expliquer en quelques mots ce qu'implique cette idée protagoréenne de l'homme comme mesure de toute chose. Alors là, la réponse est difficile, hein, parce que s'agissant d'interpréter Protagoras lui-même, comme je le disais, on n'a pas grand-chose à part le fragment. On ne sait pas ce qui suivait, on ne sait pas si le propos était justement de développer une épistémologie, comme nous le dit Platon dans le Théétète, et puis comme ce sera repris par Aristote, par Sextus Empiricus, donc par tous les témoins postérieurs, ou bien si au contraire, ça a une fonction plus politique. Donc, disons en tout cas, prenons pour point de départ l'interprétation qu'en donne Platon, comme ça on a une base, qui est celle qu'il donne dans le Théétète, savoir que, au fond, l'homme est la mesure de toute chose, ça signifie que, dans la paraphrase de Platon, telles les choses m'apparaissent, telles elles sont pour moi, telles elles t'apparaissent, telles elles sont pour toi. Donc, c'est le fondement d'une pensée relativiste. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le relativisme. Donc, l'idée centrale, telle qu'elle est développée dans le Théétète, c'est que Protagoras pose les bases d'une pensée relativiste où l'individu est le seul point de référence, il est la mesure de toute chose, c'est lui qui attribue une valeur à toute chose, une valeur épistémique s'agissant de la connaissance, une valeur morale, une valeur éthique, une valeur politique, puisque toutes ces notions-là sont également développées dans le Théétète. Vous avez effectivement expliqué brièvement qu'il y a deux avenues d'interprétation possibles de cette phrase, l'homme est la mesure de toute chose, une épistémologique dans le Théétète et une autre plus politique. Et ça, on en parlera bientôt, c'est plutôt ce qui est traité dans le Protagoras, l'autre dialogue. Mais avant de parler de cet aspect, peut-être que vous pourriez un peu nous éclairer sur la difficulté qu'il y a pour un chercheur qui voudrait travailler sur Protagoras à distinguer les pensées du Protagoras historique du personnage de Protagoras dans les dialogues. La difficulté tient principalement au manque de sources. Il faut savoir qu'on a une dizaine de fragments attribués à Protagoras. Ça tient en une demi-page, en gros, ce qui n'est pas énorme. Et on arrive quand même à écrire un livre là-dessus, mais voire plusieurs. Pas tout seul, hein, mais d'autres livres à écrire sur le sujet. Mais ce qui veut dire qu'on a peu de points de comparaison et il est difficile de reconstruire une pensée protagoréenne. Alors bien sûr, on peut dire oui, mais en dehors des fragments, il y a des témoignages de ce qu'on appelle les doxographes, donc les sources antiques, les historiens de la philosophie de l'Antiquité, Diogène Laërce en premier, qui nous raconte qui était Protagoras, qui nous raconte qui étaient ses parents, ce qu'il a fait, comment il est arrivé à la philosophie, ce qu'il a écrit. Donc on a toutes sortes d'éléments doctrinaux. Mais le problème, c'est que ces sources-là arrivent 5, 6, 7 siècles après Protagoras lui-même, et surtout, elles sont toutes influencées par le point de départ, qui est la lecture que donne Platon. Donc, même si on a des sources qu'on pourrait dire parallèles, il est presque impossible de leur attribuer un crédit total, dans la mesure où elles sont déterminées déjà par la lecture qu'a fait Platon de ces fragments de Protagoras. Donc, voilà, il y a une vraie difficulté à se dire, mais voilà le Protagoras historique, voilà le Protagoras de Platon, comment il est possible de les comparer, et la comparaison va permettre d'avancer dans l'interprétation. Donc, dans ce cas-ci, c'est difficile. Alors, est-ce que pour vous, dans cet ouvrage, c'était un problème insurmontable d'une certaine manière? Ça ne m'est pas apparu comme un problème. J'ai essayé malgré tout
de reconstituer des interprétations des fragments principaux, s'agissant de trouver des points de départ pour les chapitres et les interprétations que donne Platon plutôt. Mais voilà, comment il s'agit de procéder, c'est par comparaison. Nos autres sources, on compare avec ce qu'on sait de la médecine de l'époque, contemporain de Protagoras, où on trouve des échos à certaines idées protagoréennes chez les historiens. On peut reconstituer comme ça, mais on arrive vite à court d'idées. Donc voilà, ça permet de dresser un tableau rapide et ensuite on peut rentrer dans le sujet. Est-ce que en ce sens-là, alors, votre livre n'est pas plus à propos de Platon que de Protagoras? Absolument. Il y a bien quelques pages plus proprement consacrées à Protagoras, mais le problème de Protagoras, pour prendre l'image, c'est l'image du château de cartes. Donc vous allez vous dire, ah oui, mais on a ce fragment, on va le reconstruire, mais on n'a pas de base solide. Donc vous allez commencer à échafauder toute une construction, mais qui ne repose pas sur grand-chose. Et alors, vous allez aller chercher des éléments chez Platon, puis chez Aristote, puis chez Sextus, pour confirmer votre interprétation. Mais au fond, vous n'avez aucune assurance que vos fondations sont bien solides et que votre interprétation repose sur quelque chose. Donc, ça me paraissait plus intéressant, plus solide de travailler sur le Protagoras de Platon plutôt que sur Protagoras lui-même. Peut-être qu'on peut prendre ici un exemple plus précis et qui va nous permettre de développer l'autre interprétation que vous évoquiez tout à l'heure, l'interprétation plus politique du relativisme de Protagoras. Donc dans le Protagoras, il y a un mythe qui est attribué à Protagoras. Peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est ce mythe, très très rapidement, mais en tout cas montrer quel est l'enjeu politique derrière ce mythe. Donc le mythe, c'est le mythe de la jeunesse de l'humanité, et plus précisément même le mythe de la jeunesse de l'humanité politique. C'est pas simplement dire comment les hommes ont été formés. Ça, c'est la première phase du mythe. Disons qu'on a les hommes qui sont là, et puis la deuxième phase va montrer pourquoi ou comment se fonde la politique. Donc on a trois étapes dans ce mythe. C'est le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. On a une première étape où Épiméthée et Prométhée sont chargés d'attribuer les capacités naturelles aux différentes espèces animales. Malheureusement, Épiméthée oublie les hommes. Du coup, Prométhée intervient, son frère, et va dérober les arts, le feu, auprès d'Athéna et d'Héphaïstos, deuxième moment. Puis troisième moment, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. L'humanité ne peut pas survivre. Les hommes ont tendance à s'entretuer, rien qu'avec les arts, avec le feu. Et quand ils sont tout seuls, ils ne parviennent pas à résister aux bêtes. D'où ce troisième moment que j'évoquais à l'instant, intervention de Zeus, qui dit il faut distribuer sur chacun des individus la honte, disons, et la justice pour que puisse naître l'art politique, pour que puisse naître la vie politique. Donc c'est ça que raconte le mythe, c'est montrer que, au fond, les arts ne suffisent pas à la survie de l'humanité et à la capacité à vivre en commun. Il faut des capacités politiques, que ces capacités politiques sont possédées par tous les individus. Par conséquent, la politique est possible, et même pas n'importe quelle politique, le régime démocratique, puisque à partir du moment où tout le monde possède ces capacités-là, il n'y a pas de raison d'en exclure certains et de considérer que, pour certains, la vie politique est complètement interdite, alors que d'autres vont se partager le pouvoir. Alors, c'est ici qu'on comprend mieux, j'imagine, le sous-titre de votre livre, Dialogue sur les fondements de la démocratie, puisque le mythe attribué à Protagoras est un mythe qui, d'une certaine manière, essaye de justifier, de fonder la démocratie. Alors, à quoi ça ressemble une démocratie protagoréenne, une démocratie qui est si étroitement associée au relativisme de Protagoras? Disons que sous le nom de Protagoras, Platon va théoriser d'une certaine façon, donner un fondement théorique, philosophique à la démocratie. Donc on a un régime qui existe et Platon va lui attribuer des fondements métaphysiques, politiques, épistémologiques.
Et ce que serait cette démocratie, c'est effectivement une démocratie où tous les individus possèdent des capacités fondamentales équivalentes, ou en tout cas les possèdent tous, à des degrés divers éventuellement. Et donc tous sont en droit de participer à l'activité politique. Donc au fond, la démocratie de Protagoras, il n'y a pas une théorie politique particulière consistant à dire mais la démocratie telle qu'elle est pratiquée à Athènes n'est pas encore assez démocratique. Enfin, il n'y a pas toute cette discussion technique sur ce que serait une bonne démocratie, mais c'est plutôt, il s'agit de justifier pourquoi et comment la démocratie peut fonctionner, et donc justifier que c'est elle qui doit s'imposer. En gros, puisque la démocratie, c'est le pouvoir exercé par le peuple, eh bien, le mythe de Protagoras, c'est ce qui permet de justifier un tel pouvoir, puisque, a priori, tout homme, en tant qu'il est citoyen, est a priori capable d'exercer une fonction politique. Alors, bon, on sait que Platon a critiqué la démocratie et que, d'une certaine manière, c'est ce que vous montrez dans votre livre, que le dialogue avec Protagoras lui sert justement à critiquer la démocratie et aussi à élaborer sa propre conception de l'homme et de la politique. Qu'en est-il exactement de l'attitude de Platon par rapport à Protagoras? Est-ce que Protagoras, pour lui, c'est juste un punching ball? C'est juste finalement un personnage qu'il a créé de toutes pièces en faisant référence à quelques doctrines qui étaient communément attribuées à Protagoras, mais que finalement, c'est plutôt une construction qui facilite la tâche à Platon pour encore mieux enfoncer la démocratie? Quand on observe le traitement que Platon réserve à Protagoras, au fond, c'est un traitement qui est souvent, je ne vais pas dire bienveillant, mais en tout cas flatteur ou valorisant. Au sens où il ne s'agit pas de dire que Protagoras, c'est la démocratie, donc c'est un ennemi facile à abattre et on va s'en débarrasser rapidement. Mais non, au contraire, Protagoras, c'est un vrai ennemi, c'est un vrai méchant, quoi. C'est le Joker dans Batman. C'est quelqu'un qui vaut la peine et qui va contribuer à grandir le héros. Et dans ce cas-ci, mettre sous le nom de Protagoras cette théorie de la démocratie, c'est essayer de rassembler une série d'idées attribuées à Protagoras, élaborer une pensée complexe, la théoriser, la pousser le plus loin possible, afin, dans un second temps, de la mettre en dialogue et d'essayer d'en tester les limites. Et donc c'est là, après avoir, dans un premier temps, construit toute cette pensée-là, qu'intervient une phase de dialogue, de dispute d'une certaine façon. Et ça, c'est un moment très important, me semble-t-il, dans la manière dont Platon conçoit l'histoire de la philosophie. Il ne s'agit pas simplement de reconstruire la pensée de Protagoras pour le plaisir de reconstruire la pensée de Protagoras et l'enseigner à des disciples ou en parler dans ses bouquins. Ça, c'est pas très intéressant. En revanche, prendre des idées chez Protagoras, les développer, voir quels en sont les fondements, les raisons, essayer de les pousser jusqu'au bout, là, c'est quelque chose qui va stimuler la pensée, c'est quelque chose qui met la pensée en mouvement. C'est ça, la pensée chez Platon, c'est un dialogue de l'âme qui s'interroge et se répond. Et là, il s'agit de reconstruire ce dialogue pour faire progresser la pensée, ou pour montrer comment fonctionne la pensée, avec Protagoras, qui incarne les idées démocratiques. Donc on les met en mouvement, on les interroge, on voit comment elles répondent aux objections, elles avancent, elles se complexifient au fur et à mesure du dialogue, et puis, au bout d'un moment, bien sûr, Platon triomphe, mais il y a quand même une influence qui s'est faite, il y a une sorte de percolation de certaines idées protagoréennes dans les dialogues. Juste pour revenir sur cette question du traitement de Protagoras par Platon, dans le Théétète, il y a une sorte de subterfuge dramatique que Platon utilise pour montrer, semble-t-il, effectivement, qu'il tient à prendre au sérieux la thèse de Protagoras. Peut-être vous pouvez rappeler ce subterfuge et expliquer son importance. Alors, je peux
parce que vous faites allusion à l'apologie, enfin ce qu'on appelle l'apologie de Protagoras, c'est le discours où Socrate prête sa voix à Protagoras et essaye de reconstruire une thèse. Bon, juste, je resitue ce discours dans le dialogue. On a, au début du dialogue, une question qui est, tiens, qu'est-ce que la science? Et on a une première définition, la science c'est la sensation. Ah oui, mais la science c'est la sensation, ça ressemble à ce que dit Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses. Et donc une association entre une thèse sensualiste, le relativisme, et puis une thèse mobiliste, donc tout est en devenir, la thèse d'Héraclite. Et puis, au bout d'un moment, le dialogue continue entre Socrate et son interlocuteur, Théétète, et on voit que ça bloque. On n'arrive pas à dépasser certaines objections un peu faciles, bateaux, rhétoriques, enfin, pas très intéressantes. Et donc, à ce moment-là, le dialogue s'interrompt, Socrate dit, bon, là, ça marche pas, en fait. On va donner la voix à Protagoras et voir comment, lui, répondrait à de telles objections. Et ce faisant, il développe une théorie de la connaissance beaucoup plus complexe que simplement dire la science c'est la sensation. Alors, justement, là, on arrive dans la deuxième partie de votre ouvrage et sur la notion de contradiction. D'une certaine manière, il paraît évident que la thèse de Protagoras est contradictoire au sens où, d'une part, il prête à chaque homme une capacité politique. Il dit l'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire finalement il n'y a pas d'opinion qui soit plus vraie qu'une autre. Personne ne peut avoir tort puisque chacun à ses propres yeux finalement voit les choses d'une certaine manière et cette manière-là est vraie pour lui et c'est lui la mesure qui juge de la véracité de l'opinion. Et donc dans ce cas-là, si nous sommes tous des savants, si personne ne peut avoir une opinion plus vraie qu'une autre, qu'est-ce qui fait que Protagoras, lui, prétend être particulièrement compétent dans le Protagoras de Platon? Platon présente Protagoras comme quelqu'un qui, effectivement, exige un salaire pour l'éducation, l'enseignement qu'il va donner. Mais en même temps, est-ce que cette attitude-là, cette prétention-là de Protagoras n'est pas fondamentalement contradictoire avec sa thèse relativiste? Je vais répondre en deux temps, en espérant que je vais ne pas oublier le deuxième temps quand j'aurai fini le premier. Je vais partir du Théétète, puis je reviendrai au Protagoras, parce que c'est dans le Théétète que, dans ce discours auquel on faisait allusion un instant, c'est dans ce discours-là que Protagoras, donc par la bouche de Socrate, donc Platon attribue à Protagoras une thèse qui va au-delà du relativisme naïf, donc un relativisme qui consisterait à dire tout se vaut. Si effectivement tout est vrai, si tout le monde a raison, alors tout se vaut et il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus d'enseignement possible, il n'y a plus de savoir possible ou de science possible, où tout le monde est savant ou personne ne l'est. Enfin, ça ne mène pas très loin. Et la thèse de Protagoras, telle qu'elle est présentée par Platon en tout cas, n'est pas aussi naïve, sinon effectivement il ne sert à rien. Elle consiste à dire qu'il y a bien une place pour la science, il y a bien une place pour l'expertise, pour la compétence technique, qui est de dire que oui, ok, tout est vrai, mais c'est pas parce que tout est vrai que tout se vaut. Il y a des opinions qui sont meilleures que d'autres. Il y a des états physiques qui sont meilleurs que d'autres. Si vous allez voir le médecin, c'est parce que vous êtes malade et que vous avez un rhume par exemple, et que quand vous buvez un verre de vin, ça ne vous plaît pas, vous avez un goût amer. Le médecin va faire en sorte que vous retrouviez votre état de santé, c'est-à-dire un état meilleur, en vertu duquel, quand vous boirez le verre de vin, pour autant que vous aimiez ça, personnellement je n'aime pas, mais vous ayez des sensations agréables. Mais le sophiste, il va faire pareil, sauf que plutôt que de travailler sur le corps, il va travailler sur l'âme et sur ses opinions, donc faire en sorte que l'âme soit dans une meilleure disposition, ou en tout cas cette disposition produise des opinions meilleures. Alors, sur ce point-là, justement, donc, qu'est-ce qu'une opinion meilleure, et en particulier dans le domaine politique, qui est quand même un champ très important que le personnage de Protagoras revendique. On peut rappeler ici aussi que le Protagoras historique aurait été un législateur d'une
dans une colonie athénienne, et vraisemblablement il aurait développé donc une législation de type démocratique. Alors, dans le domaine politique, qu'est-ce que c'est que faire en sorte que le citoyen ait de meilleures opinions que celles qu'il a? Qu'est-ce que c'est que le soigner, faire en sorte qu'il passe d'un état de maladie où il a de mauvaises opinions, qui ne sont pas fausses, elles sont mauvaises, mais faire en sorte qu'on puisse passer de la maladie à la bonne santé, et donc de mauvaises opinions à de bonnes opinions. À quoi ça ressemble pour Protagoras? Ici, il faut juste distinguer entre le citoyen et puis la cité, l'individu et puis le collectif. Et je vais d'abord parler du citoyen, et puis je parlerai de la cité, ou de l'individu en tout cas. Parce que Protagoras fait cette distinction. Il y a le travail du sophiste qui s'occupe de l'individu, et puis le politique, lui, s'occupe de la cité. Alors, dans les deux cas, la définition de ce qui est meilleur ne change pas. À savoir, ce qui est meilleur, c'est ce qui est utile, ce qui est bénéfique, ce qui est profitable, ce qu'on pourrait dire même ce qui est efficace, c'est-à-dire ce qui va produire de meilleurs effets, des effets plus profitables. Ben, effectivement, une opinion, pour reprendre l'exemple du vin, c'est mieux que le vin vous plaise plutôt qu'il ne vous plaise pas. Voilà. Si vous travaillez dans une taverne. Si vous travaillez dans une taverne, par exemple, ou si vous êtes un commercial dans une société, que vous devez passer beaucoup de temps avec vos clients, apprécier ces moments-là. Bon, donc c'est meilleur au sens où ça produit de meilleurs effets. Ce qui n'est pas sans rappeler une théorie qui est développée à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, par le pragmatisme, William James, si ça vous évoque quelque chose. Donc on est dans quelque chose de cet ordre-là. Donc s'agissant de l'individu, on voit bien là où ça va. S'agissant de la cité maintenant, l'exemple qui est pris, c'est celui de la justice. Au fond, sera meilleur, meilleur ce qui, pour la cité, va produire des effets bénéfiques. Interdire la peine de mort ou bannir la peine de mort, c'est peut-être, à un moment, ça paraît profitable, ça paraît meilleur, ça produit de meilleurs effets. Pourquoi? Parce que les citoyens n'en peuvent plus, trouvent ça intolérable, qu'on condamne à mort quelqu'un qui aurait lui-même tué, pour un peu de sortir de cette logique de la vengeance. Et donc, ce qui est meilleur, c'est ce qui suit l'évolution de la situation pour faire en sorte de produire de meilleurs effets. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une définition du meilleur absolu. Le meilleur, c'est pas le bien. C'est la vraie différence entre Platon et Protagoras. Alors que Platon va faire sans cesse référence au bien, Protagoras dit non, il n'y a pas de bien, il n'y a que du meilleur. Et ce meilleur, il évolue au fur et à mesure des situations. Juste pour clarifier donc ce double niveau, donc vous expliquez qu'effectivement, pour comprendre ce qu'est une opinion meilleure qu'une autre, on peut l'envisager soit au niveau du citoyen, soit au niveau de la cité, c'est-à-dire au niveau législatif, on pourrait dire. Pour montrer, peut-être pour mieux faire comprendre la pertinence de ce double niveau, qu'adviendrait-il si simplement on se concentrait sur le citoyen? C'est-à-dire on pourrait dire, ben voilà, le citoyen, il est né dans une cité d'un type particulier, qui a un régime politique propre, et donc si ce citoyen se trouve en porte-à-faux, en contradiction dans ses opinions par rapport aux opinions dominantes, imaginons que ce citoyen est né dans une tyrannie et qu'il a des idées démocratiques, eh bien, est-ce que dans ce cas-là, le travail de Protagoras ne serait pas simplement de lui dire, mais en fait, il y a des idées meilleures que les opinions démocratiques, c'est-à-dire des opinions qui seraient en fait tyranniques, qui valoriseraient la tyrannie, et vice-versa. Si le citoyen naît dans une démocratie, mais a des opinions tyranniques, qui prônent la tyrannie, est-ce que dans ce cas-là, le travail de Protagoras serait de lui dire, bon, en fait, ton opinion n'est pas fausse, ni vraie, elle est vraie, elle n'est pas fausse en tout cas, mais elle n'est pas bonne, puisque finalement, tu vas être malheureux avec de telles opinions dans la société, dans le régime politique où tu es. Et donc, dans ce cas-là, si on se concentre juste sur le niveau du citoyen, est-ce que la méthode, la thérapeutique de Protagoras ne mène pas à une forme de conformisme, hein, où, en fonction du régime, tous les régimes, finalement, il n'y a pas un qui soit plus vrai que l'autre, mais donc, au niveau du citoyen, pour être heureux dans le régime politique dans lequel il doit simplement accorder ses propres opinions aux opinions dominantes.
Est-ce que donc, justement, en ce sens-là, il n'y a pas un risque de conformisme? Alors, oui, on pourrait dire que le risque de conformisme est à l'horizon, en tout cas. Mais Protagoras y répondrait de la façon suivante, je pense, le Protagoras de Platon. Vous allez le ressusciter Exactement, une deuxième fois. À savoir que si on se concentre uniquement sur la méthode thérapeutique telle qu'elle est développée dans le tête-à-tête, on peut arriver à cette conclusion-là, à savoir que, au fond, les opinions les meilleures sont celles du plus grand nombre. Et donc, effectivement, on pourrait considérer qu'il y a conformisme. Sauf que, d'une part, dans le tête-à-tête lui-même, Protagoras dit oui, mais c'est pas parce que les opinions du plus grand nombre existent qu'elles seront toujours les meilleures. Et donc c'est pas parce qu'on se conforme aux opinions du plus grand nombre que ça va toujours aller dans le meilleur sens. Donc parfois, il faut bien qu'il y ait des individus qui soient anticonformistes pour faire avancer le débat. Pour dire non, attention, là ça ne va plus. La tyrannie, ça ne peut pas marcher à long terme, il faut qu'on change de régime, et leur travail c'est de faire évoluer la situation politique dans laquelle ils se trouvent. Deuxième point, et ça me permet de revenir au fameux deuxième point que j'annonçais, je crois, il y a 3 questions, donc 3 réponses, donc vous voyez, je ne l'ai pas oublié. Si on va maintenant voir dans le Protagoras, le Protagoras, comme on le disait tout à l'heure, c'est un dialogue qui fonde la démocratie. Et donc, s'il devait y avoir conformisme, ce serait toujours dans le cadre d'un régime démocratique. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est un conformisme, peu importe le régime, ce sera toujours le meilleur, mais peut-être au fond, il y a quand même une idée d'un meilleur régime dans l'absolu qui serait un régime démocratique. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le mythe. Bon. Et comment ça se passe dans ce cas-là et comment on sort du piège du conformisme? Quel est le rôle que s'attribue Protagoras dans le Protagoras? C'est d'enseigner un petit peu mieux que ce que font les autres professeurs. C'est-à-dire, quand vous allez à l'école, disons à Athènes, vous passez d'abord entre les mains d'un maître qui va vous apprendre à lire, à écrire, et puis dans un deuxième temps, il vous apprendre à commenter, à interpréter les poètes. Et dans le même temps qu'il vous apprend ces méthodes techniques pour lire, écrire, etc., il vous apprend aussi tout le code moral qu'il y a derrière ces auteurs-là. C'est jamais neutre. Et la cité transmet ainsi à la fois des compétences, des savoirs, mais aussi tout un code politique, moral, social, des valeurs, à travers ce processus d'enseignement. Que vient faire Protagoras là-dedans? Dans le Protagoras, justement, il dit « Ah oui, mais moi, ce que je fais, c'est enseigner à lire ces auteurs-là, mais pas simplement les lire comme tout le monde l'a appris et tout le monde connaît les textes dont je vais parler, mais plutôt à les critiquer, à voir ce qui ne va pas chez eux, à voir là où le bas blesse, là où leur théorie n'est pas conséquente, là où en tout cas elle n'est plus en adéquation avec la société dans laquelle on est. Et donc, enseignant ces nouvelles, ces compétences-là, compétences critiques, ces compétences d'examen de la base de l'enseignement, si vous voulez, il développe ainsi chez ses élèves des capacités à réfléchir sur toutes les connaissances qu'ils ont acquises, tous les codes moraux qu'ils ont intégrés, et donc peuvent ainsi leur permettre de éventuellement les faire évoluer, de voir qu'il y a des situations qui seraient éventuellement plus profitables. Parfait, je pense qu'on peut s'arrêter ici pour la première partie de ce midi et ouvrir les questions à tout le monde. Alors voilà, n'hésitez pas à intervenir. Jean-Marc. Peut-être commencer, cher Marc-Antoine, parce que j'ai un avantage, c'est que j'ai lu le livre. Donc, je sais que... Un avantage sur moi. Sur moi aussi. Beaucoup de gens ici, parce qu'il vient d'arriver au fond, donc ils n'ont pas pu le lire. Moi, je l'ai acheté à Paris. Plutôt, c'est quelqu'un qui l'a acheté à Paris pour moi. Alors, simplement pour d'abord faire un éloge, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié plusieurs aspects de ce livre. J'en recommande la lecture, d'ailleurs, si vous voulez l'acheter. Je trouve que c'est un excellent dossier de l'affaire. Le portrait qui est fait entre les positions de Protagoras et les positions de Platon est assez équilibré, me semble-t-il.
les avantages respectifs, les points forts, les points faibles des deux côtés sont bien présentés. Le fait que, effectivement, comme tu l'as dit au début, Protagoras, on ne sait pas dans le détail pour vrai ce qu'il a dit. On ne sait pas non plus comment il argumentait en détail ses thèses principales. Donc, il y a là un déficit très important. Mais il reste, et je pense que c'est ce que tu fais en partie, en tout cas, tu le prends, on peut prendre ça comme, appeler ça le prétexte Protagoras. Hein? Le personnage de Protagoras, tel qu'il est présenté par Platon, dans différents dialogues, plus principalement, bien sûr, dans Protagoras et dans le Télétèque, c'est un prétexte à une argumentation d'un certain type. À certains égards, je ferai même un éloge bref de Platon. C'est qu'au fond... Est-ce que c'est enregistré? Oui, mais il ne faut pas gommer le mot bref. Bref de Platon, en ce sens que, notamment dans le Télétèque, mais pas seulement, il donne quand même de la substance au point de vue qu'il prête à Protagoras. Bon. Si le mythe dont tu as parlé sur la dispensation du savoir chez tous les citoyens, etc., et de l'habilité politique, si le mythe qu'il nous rapporte est rapporté un peu fidèlement, on a là quand même une belle pièce argumentative de la part de Protagoras. C'est quand même très très fort comme point de vue. Alors, par rapport à la présentation que tu viens de faire, mais très succincte, bien évidemment, je dirais que tu es un petit peu modeste en ce sens que, parce que tu as dit, je présente au fond plus le point de vue de Platon, mais pas tant que ça. Quand on regarde le livre, au fond, c'est plutôt dire, parce que le regard que tu apportes est d'un certain point de vue épistémologique, dirait-on. Hein? On dit, bon, à partir du principe de la mesure, il y a un type de mesure qui est sollicité par Protagoras, ça donne tel ou tel effet, on peut les développer de cette manière-là, ça fait un discours relativement cohérent, voilà le tableau. Et puis ensuite, il y a un autre concept de mesure qu'on trouve chez Platon, et là, évidemment, on a beaucoup plus de textes pour s'appuyer, Philèbe et d'autres, et voilà le type d'argumentation que ça produit. Donc, je trouve que c'est un excellent dossier sur l'affaire. De mon point de vue, à moi, c'est sûr, je dirais, un dossier aussi de point de départ. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourrait confronter plus les thèses en présence. C'est-à-dire vérifier ce que dit, à partir de ce que tu dis, ce qu'apporte Platon comme argument, puis dire, est-ce que ça vaut? Hein? S'il faut une norme absolue pour déterminer quel est le bien, quelle est la justice, etc., est-ce que c'est celle que Platon donne? Mais quand on pense à l'eugénisme, on a des doutes. Donc, est-ce que ce qu'il proposait lui-même n'est pas, ou même un pseudo-eugénisme, peu importe, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec lui-même dans le fait de dire qu'il faut une norme absolue qui s'imposerait? Or, celle qu'il lui propose, personne n'en veut, ça pose quand même un problème. Donc, c'est un peu ça donc, je trouve que quand même, c'est un travail de défrichage important et qui peut... Moi, je vais m'en servir. En tout cas, merci de cette... Je n'ai pas de questions, c'est plutôt un commentaire général sur le livre, puisqu'il s'agit de ça. Il donne du grain à moudre à la thèse anti-platonicienne, malgré tout. Donc, peut-être que c'est pas ce que tu souhaitais faire. Merci Marc-Antoine. Non, mais effectivement, pour un peu approfondir ce point de vue et par rapport à la présentation qu'on a pu donner, ce point de vue anti-platonicien, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut le reconstruire qu'à partir de Platon lui-même. Donc, c'est Platon lui-même qui donne le bâton pour se faire battre, ce qui est quand même assez osé de sa part. Et moi, tout l'enjeu de ma démarche, c'était de voir jusqu'où on pouvait grossir ce bâton et jusqu'où Platon donnait des arguments. Et effectivement, on voit qu'à certains endroits, Platon donne les arguments pour reconstruire la thèse, mais pas les arguments pour la réfuter. Ou sur certains points, il dit « Ok, sur ce point-là, Protagoras a raison », notamment sur...
sur disons, le relativisme de la sensation, là, effectivement, il n'y a pas à discuter, Protagoras a raison. Et puis sur d'autres, il dit, mais oui, non, la relativité des points de vue, ça pose un problème. Au fond, c'est bien joli cette théorie d'expertise, mais qu'est-ce qui va vraiment fonder la compétence de l'expert? Et on est toujours renvoyé dans la thèse protagoréenne à trouver une justification, et c'est un cercle vicieux. Et c'est ça que pointe bien Platon. Donc voilà, il donne à la fois un moyen de montrer combien est importante cette thèse, et puis à d'autres moments, il montre combien aussi elle ne peut pas tenir la route. D'autres questions? Ne soyez pas timide. Sinon, je me fais moi-même. Claude. Peut-être dans l'installation de la salle, au début, j'ai manqué les premiers propos à ce sujet, mais concernant l'homme et la mesure de toute chose, là, quand je suis arrivé pour me rasseoir et écouter, c'était l'interprétation comme unique, c'était celle que chaque homme, le point de vue personnel de chaque homme était ce qui comptait. Donc chaque homme devait s'en tenir à sa propre opinion. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre sens possible qui est plutôt que l'homme par rapport au... Ce n'est pas les dieux qui possèdent la mesure de toute chose ou une autre instance supérieure ou différente de l'homme, c'est l'homme, mais donc on peut l'entendre collectivement, les humains, ce qui laisse ouvert la possibilité de savoir comment l'humanité fait pour s'assurer qu'elle utilise au mieux son pouvoir de juger les choses. Ça peut impliquer que l'éducation soit nécessaire pour arriver à affiner son jugement. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas chaque individu qui peut simplement mettre en face de l'autre son opinion et provoquer comme ça des flammèches. C'est plutôt de dire que c'est dans la sphère de l'humain que va se trouver pour l'humain la mesure de toute chose. Oui, tout à fait. Hein. Et la difficulté que j'évoquais à reconstruire une interprétation cohérente de ce fragment de Protagoras, c'est précisément qu'on manque d'éléments pour dire mais c'est quoi cet homme, c'est quoi ces choses. C'est sans contexte, c'est difficile à dire. Mais le tête-tête, lui, donne en fait non pas deux, mais même trois interprétations. Et au fond, dans la question, les deux autres étaient évoquées. Donc la première, c'est bien l'interprétation relativiste individualiste. Et puis la seconde qui survient, c'est celle qui consiste à opposer l'homme aux dieux. Donc l'homme en tant que genre ou en tant qu'espèce humaine par rapport à une autre espèce que sont les dieux. Et là, on peut voir une référence de Protagoras aux thèses d'autres présocratiques, en particulier Anaxagore, qui oppose toute chose au nous, son intellect divin, et puis d'autre part, il y a les choses. Et c'est l'intellect divin qui va imposer la mesure aux choses. Donc on peut se dire, ah oui, mais là, il y aurait peut-être une référence de Protagoras, qui était un contemporain d'Anaxagore, qu'il a connu, avec qui il a fréquenté Périclès, donc ces gens savent qui ils sont, les uns les autres. Et donc ça pourrait être la référence, le point de vue divin, par rapport à la religion en général, le point de vue divin par rapport au point de vue humain. Et puis il y a ce troisième sens qui apparaît à partir du discours de Protagoras, qui est ce sens plus social, sociologique. Disons, c'est l'homme en tant que, non plus individu, ni en tant qu'espèce humaine, mais niveau intermédiaire, l'homme en tant que collectivité humaine. Ben oui, c'est la cité. La cité, mesure de toute chose, c'est elle qui impose la mesure du juste, c'est elle qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas les hommes en tant qu'espèce, mais ce sont les individus, les groupes humains qui sont rassemblés, qui ensemble, collectivement, décident de ces choses-là. Alors on a les trois interprétations qui se trouvent chez Platon. On peut les retrouver aussi en lisant le fragment, hein. Puisqu'on est démunis, on peut tout faire. Et comme je le disais, au fond, la thèse individualiste marche pour Platon jusqu'à un certain point. La thèse collectiviste marche jusqu'à un certain point. La thèse spéciste, disons, ne marche pas. Et c'est ce qui arrive dans les lois, le livre 4 des lois. On dit, donc, c'est le Dieu qui est la mesure de toute chose. C'est voilà,
il y a une mesure objective des choses, il n'y a pas une mesure subjective des choses. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé que tu soulignes la bienveillance de Platon par rapport à Protagoras. En tout cas, je pense qu'on ne souligne pas toujours suffisamment le respect que Platon peut avoir pour des figures comme Protagoras ou comme Gorgias. Ma question, en fait, c'était plus par rapport au Protagoras et au Théétète. On a deux Protagoras, finalement. Qu'est-ce que tu penses du rapport qu'il y a entre ces dialogues? Est-ce que Platon, quand on lit Théétète, c'est par hasard que dans un dialogue, on parle tant du philosophe, l'ennemi soit là, que Protagoras surgisse. Comment est-ce que Platon veut qu'on ait en tête dans un sens le Protagoras quand on lit Théétète? Quel est le rapport là entre les deux, puis finalement l'enjeu qui ressort différemment sur la figure de Protagoras? Disons, au point de départ, je pensais qu'il fallait vraiment clairement distinguer les deux dialogues et qu'on allait avoir deux figures différentes, puisque les sujets sont complètement différents. La science d'un côté, et la politique ou la vertu de l'autre côté, on ne voit pas directement le lien. Mais en regardant le texte d'un peu plus près, et en lisant les dialogues dans leur ensemble, sans se concentrer uniquement sur le mythe du Protagoras ou uniquement sur le discours dans le Théétète, on se rend compte qu'on retrouve, j'avais isolé une dizaine de thèmes communs. Et c'était un peu un hasard, hein. C'est au fur et à mesure de mes analyses, je me suis rendu compte, ah oui, il y a effectivement, mais on n'en trouve pas un de plus, pas un de moins. Tous les thèmes se retrouvent de part et d'autre. Alors, ça ne signifie pas qu'il faille lire le Protagoras du Théétète à la lumière du Protagoras, ni l'inverse, mais qu'on a des portraits qui sont cohérents, au sens où Platon interroge chaque fois de la même façon, mais sur des sujets différents. Donc, on va avoir deux portraits parallèles, autour des mêmes questions, abordés de façon différente, mais on peut retrouver une cohérence de pensée attribuée à Protagoras et une cohérence de pensée telle qu'elle est reconstruite, en tout cas par Platon. Donc, ce n'est pas deux figures différentes, c'est bien une seule et même figure qui prend des facettes différentes en fonction des deux dialogues et du sujet de départ. Alors, pour prendre un exemple, peut-être, parce que c'est vrai que ce serait plus concret, mais la question de la mesure, on peut dire, mais la question de la mesure, c'est le Théétète, c'est l'homme et la mesure de toute chose. Sauf que dans le Protagoras, la question de la mesure apparaît à la fin du dialogue, dans un dialogue avec Protagoras, il dit, mais c'est la question de la possibilité d'une science de la mesure, ici des peines et des plaisirs, qui va nous permettre de prendre des décisions dans l'action. Et c'est évidemment une manière d'aborder les choses qui n'est pas celle du Théétète, puisque c'est la question des choix moraux et pas la question des connaissances, comme c'est le cas dans le Théétète. Et pourtant, c'est à nouveau, est-ce qu'il est possible de fonder une science de la mesure? Et sur quels critères? Est-ce que c'est l'expertise, donc l'expérience qui va la fonder, ou au contraire, il y a une référence à la valeur de l'objet en tant que tel? Donc c'est la même question qui est posée dans les deux dialogues, sous un angle différent. Il nous reste 5 minutes, donc on a encore un tout petit peu de temps pour une ou deux questions. Sinon, je vous lis quelques belles pages. No, that's Victor? Oui, moi j'aurais une question, beaucoup plus question. Par rapport à la crédibilité du sophisme à enseigner l'art politique, j'ai bien compris pourquoi il avait une crédibilité à enseigner le discours, puisque dans le discours, c'est lui qui est capable d'émettre les opinions qui sont toujours les meilleures dans le cadre du discours. Mais j'ai de la misère à transposer l'enseignement du sophisme à son cadre politique. Comment le sophisme peut prétendre à formuler la meilleure opinion dans le monde politique, dans la cité, en rapportant ça à son action individuelle et aussi au fait que l'homme est la mesure de toute chose. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, je voudrais que vous développiez comment le sophisme peut atteindre une crédibilité à enseigner la politique, au-delà de juste l'art du discours, parce que je ne vois pas le lieu de l'opinion dans le politique, à part retourner au conformisme, retourner à l'opinion du plus grand nombre. Comment une opinion peut être meilleure dans le cadre du politique? Je peux comprendre dans le discours, mais dans le cadre du politique, j'ai de la misère à cerner. Oui.
Je vais même aller encore un peu plus loin, si vous voulez, si vous me permettez, dans le sens de votre objection, à savoir que, en plus, Protagoras, il arrive à Athènes, il prétend qu'il va enseigner des choses, il n'est même pas citoyen. Il va enseigner l'art politique à des citoyens, sans être lui-même citoyen, sans être lui-même citoyen de cette démocratie athénienne. Donc il ne connaît même pas le régime, il n'a pas les habitudes. Donc on dit, mais cet enseignement, c'est du vent. Parce que ces opinions-là, comment est-ce qu'il peut prétendre qu'elles sont meilleures alors qu'il n'est même pas, il fait même pas partie du groupe qui va décider de tout ça. Donc, et c'est une objection qui est formulée à peu près explicitement par Platon. Donc vous avez vu juste là. Il me semble-t-il, ce que montre Protagoras, dans le cadre politique, c'est que ce qui est important, c'est pas tellement le contenu, pas tellement les opinions. Peut-être que lui a de meilleures opinions, mais ce qu'il veut enseigner, c'est comment analyser un contenu, comment avoir ce regard réflexif, critique par rapport à ses propres opinions ou aux opinions, disons, politiques ambiantes. Et donc, comment ne pas tomber dans le piège du conformisme. Donc, à partir de ce moment-là, il y a bien une compétence politique qui est développée, qui est la compétence de prendre position par rapport à une morale ambiante, par rapport à un discours politique ambiant. Et ça, au fond, vous n'avez pas besoin d'être né là-bas pour vous dire, mais bon, excusez-moi, mais ce que vous êtes en train de prendre comme mesure, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout en adéquation avec l'époque, mais il faut un peu évoluer, il faut admettre qu'un jour, les femmes puissent travailler le même salaire que les hommes. C'est peut-être, allez, on en est arrivé à un moment où on peut le faire. Donc vous voyez, il y a, même si je ne suis pas québécois, je pense que je pourrais, voyant certaines décisions, dire mais bon, ça ne marche pas, et à l'inverse, vous venez en Belgique, vous dites oui, non, vous faites n'importe quoi, effectivement. On fait surtout dans ce sens-là. Oui, on fait souvent n'importe quoi, donc l'exercice est beaucoup plus facile. Mais donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'il enseigne, c'est cette capacité réflexive, et rien que de développer cela, vous êtes déjà dans une disposition meilleure. Donc ce qui est important, c'est que ce que fait le sophiste, c'est pas tellement vous donner de meilleures opinions, c'est faire en sorte que les opinions que vous avez seront meilleures. Dans une mesure, est-ce qu'il se distance de Platon par rapport à ce point-là? L'enseignement que veut faire le sophiste ressemble beaucoup à l'enseignement que veut faire le philosophe. Ah oui, d'une certaine façon, enfin, c'est la perspective de l'enseignement. Quand vous enseignez quelqu'un, c'est toujours pour l'améliorer. Sinon, vous ne perdez pas de l'améliorer dans un sens ou dans un autre. Et c'est là précisément qu'il y a une différence. C'est que pour Protagoras, le meilleur n'a pas une direction univoque. Il va évoluer en fonction des circonstances. Alors que pour Platon, semble-t-il, on ne va pas vers le mieux. On doit viser le bien. Alors bien sûr, le bien prend des manifestations différentes, mais il y a quand même cette idée qu'on doit pouvoir atteindre une valeur objective du bien à un moment ou à un autre. Ça répond à votre question? Alors, il est l'heure de il serait l'heure de vous remercier. Donc, de fait, on est rendu, on a étiré au maximum notre espace-temps, mais il faut remercier l'auteur du livre sur la sellette aujourd'hui, Marc-Antoine Gavré, et notre collègue Bernard Collet pour leur dialogue exemplaire qui nous a introduit de façon si intéressante dans le vif du sujet, comme en ont témoigné les questions animées qui ont suivi. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous.